Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui, très très bien. Plein milieu de l'hiver ici, moi j'en profite pour faire du ski de fond, en tout cas beaucoup, on garde la forme. Tu sais, c'est pas la COVID qui va nous faire engraisser, on s'entraîne, on s'amuse, on profite de l'hiver à plein. Ah, parle pour toi. Oui, hein, je pense. Ben moi j'aime beaucoup l'hiver, faut dire. Ouais. Hey, Guy, j'aimerais Oui. faire un retour. Vous savez, on a fait au mois de septembre un podcast sur GitHub Copilot. Et à l'époque, moi, je découvrais parce que j'avais pas réussi à joindre le programme bêta, mais j'ai joint au mois de fin octobre, je pense, le programme bêta de Copilot. Et je vais faire un retour aux auditeurs pour dire comment je suis, en bon québécois, on dirait flabbergasté par Copilot. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Premièrement, moi, le premier moment là, tu sais, quand tu fais comme oh attends, là, c'est assez fabuleux, qu'est-ce qu'il vient de m'offrir, c'est je suis dans une discussion avec une revue avec un confrère au mois de novembre, et à un moment donné, dans la revue de code, on décide que ça serait beaucoup plus simple si on refactoriserait le code d'une certaine façon, mais qui m'a demandé facilement en temps normal, peut-être 2-3 minutes. Donc moi, tout ce que je dis à la personne, je dis je le ferai tantôt, parfait, j'ai compris. Mais mon curseur étant à la bonne place, j'ai GitHub Copilot qui me propose le changement qui devrait me prendre 3 minutes à écrire, mais il me le propose directement. Et là, moi, je fais comme... Il t'a espionné? Il t'a écouté? Presque. Non, mais écoute, c'était assez... Il a lu dans tes pensées! Mais ce qui était assez fabuleux, c'est que la personne à qui je suis en train de faire la revue, lui, a jamais vu Copilot. Donc, il voit ça apparaître dans mon curseur, dans mon Visual Studio Code, puis il dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? » Puis là, je dis, attends, regarde bien, là, je pèse sur table, tout le code est là, puis il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, tout ce code-là est apparu? Puis là, je lui explique qu'est-ce que c'est Copilot, mais autant moi, j'étais comme surpris, agréablement surpris en disant, wow, là, il vient se passer quelque chose, mais la personne, lui, de l'autre côté, lui, c'était comme magique, là. Lui, il avait pas encore vu Copilot, et là, il disait, c'est quoi ça, du code qui apparaît? Et pourquoi là, je vais en glisser un mot, c'est qu'il y a à peu près 3 ou 4 jours, je suis en train de faire, en tout cas, je suis en train de coder, et à un moment donné, je dois faire du code, tu sais, quand on fait souvent ça, nous qui parlons plusieurs langues, j'étais avec I18N, où est-ce que je traduis du texte. Donc, un tag, puis il est écrit en anglais, puis là, je veux l'écrire en français, et j'arrive à l'endroit où je veux traduire, et le sapristi de Copilot, il me propose la traduction intégrale que je veux écrire. Pas 2 mots, là. Une phrase complète. Puis là, je dis, attends une minute, là. Je dis, lui, il vient de comprendre que j'ai écrit cette phrase-là il y a 3 secondes en anglais. Je amène mon curseur là et il me propose la bonne traduction, celle que j'ai en tête, mais là, j'ai pas besoin d'écrire, je fais juste tab. Je dis, bon Dieu, c'est plus juste du code, mais il me propose c'est même des traductions. Je dis, c'est comme, voyons, c'est quoi cette magie-là? C'est... En tout cas, tout ça pour dire que je suis flabbergasté par Copilot, et j'imagine que nos auditeurs le sont. Est-ce qu'on peut appeler ça du Developer as a Service? Mais en tout cas, c'est de l'assistance vraiment, tu sais, là, c'est comme si c'était un petit cerveau au-dessus de ton épaule qui dit, oui, je sais, c'est ça que tu veux faire, est-ce que je veux que je te l'écrive pour toi? Puis là, toi, à toi, tu fais comme, oui, tab. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans l'émission. La personne nous avait dit qu'il avait désactivé à un moment donné parce qu'il trouvait que ça pouvait être dangereux. Et après 2 ou 3 jours, il s'était dit, ah non, je l'ai réactivé parce que je pouvais plus m'en passer. et franchement, moi, je pourrais plus m'en passer. Entre autres, des fois, je suis en train de faire du code en React. Il me propose des choses en React. Je suis comme, wow. 2 jours après, je suis en train de faire du code en Vue.js parce que ça donne que j'ai à faire, en tout cas, j'ai à travailler dans plusieurs frameworks. Et là, il me propose des choses en Vue.js. Je suis comme, oh my God, comment est-ce qu'il fait? Il sait que je suis en train de faire du Vue, puis là, en tout cas, c'est assez époustouflant comme technologie. Eh ben, Tu peux voir que je suis enthousiaste, hein? Est-ce que tu es en train de dire qu'en tant que développeur, on est rendu obsolète?
Non, parce que ça propose, mais ça n'aura jamais l'intelligence. Il comprend pas, lui. Il fait juste me proposer. Pour lui, c'est juste des chiens à caractère, hein. Il sait pas si... Il est pas capable il y a pas un compilateur intégré qui vérifierait mon TypeScript pour dire oui, c'est intelligent le code. Des fois, il va me proposer de quoi, puis là, je suis comme non, c'est pas ça. Par contre, des fois, il me propose de quoi, et il y a tellement de bons mots que je dis oui, tab, et là, je retourne en arrière juste pour dire non, je vais enlever ça, parce que la structure n'a pas de sens, mais il m'a quand même proposé 80% de ce que je veux écrire, et c'est plus rapide de faire ça que de l'écrire. C'est quand même impressionnant. Oui, effectivement. Donc, mais une belle technologie, quelque chose qui est intéressant. Donc, j'ai bien hâte que tous les auditeurs puissent... ça s'en vient, là, ça va sortir du programme bêta bientôt. Donc, un jour, vous allez pouvoir tout y goûter. Et si vous avez la chance de vous inscrire et de l'avoir en preview, allez-y. En tout cas, essayez-le. Vous pourrez nous envoyer un petit email en disant oui, épaté ou non. On verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu m'as donné le goût de le tester. Là. Oui. Ben, pour nos auditeurs il y en a peut-être de nos auditeurs qui ont reconnu ton thème de voix. Notre invité aujourd'hui, c'est Tidjani Belmansour. Bonjour Tidjani. Bonjour. Bonjour Mario. Bonjour Guy. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui. Tu veux La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en mai de l'année dernière, en 2021. Effectivement, puis si on se reparle aujourd'hui, ça veut dire que vous avez apprécié mon passage chez vous. Et vice-versa aussi, hein? En tout cas, moi, de mon côté, c'était très apprécié. Aujourd'hui, tu veux nous parler de une nouvelle technologie qui s'appelle Pulumi, P-U-L-U-M-I. Je pense que c'est pas comme ça qu'on la prononce. Hein? Ben non. Comment ça se prononce? C'est Pulumi, effectivement. Pulumi. Oui. C'est pas vraiment une nouvelle technologie, c'est effectivement une technologie peu connue. En tout cas, dans notre marché au Québec, c'est relativement peu connu. Mais c'est une technologie qui existe depuis quelques années maintenant. Mm-hmm. En gros, c'est une technologie qui permet de faire de l'infrastructure as code, donc de scripter nos infrastructures essentiellement pour l'info nuagique, pour le cloud. Mais contrairement aux autres technologies qui existent telles que Terraform, ARM Template, Bicep, d'ailleurs vous avez eu réalisé un épisode sur Bicep il y a quelques mois de cela. Mm-hmm. Puis contrairement à ces technologies-là qui s'adressent plus à un public IT pro, Pulumi s'adresse à un public développeur. Oh. OK. Mais avant de parler plus à fond de Pulumi, tu sais, la formule, nous, c'est toujours la même. Il y a certains de nos auditeurs qui, pour eux, c'est la première fois qu'ils te rencontrent, Tidjani. Donc, faut quand même leur donner un petit survol de qui tu es. Tu demeures à Québec, mais t'es pas né à Québec. T'es né en Algérie, je crois. Effectivement, tout à fait. Oui, je suis né en Algérie, puis je suis arrivé au Québec en janvier 2005. Donc, ça va faire 17 ans. Là. Ouais, 17 ans. Ça va vite, hein. Puis, t'es fortement connu dans la communauté parce que t'es un des dirigeants de la communauté .NET de Québec. Je sais pas si on l'appelez-vous .NET ou vous l'appelez plus Azure? Je crois que c'est plus Azure, hein? Bonne question. Effectivement, en fait, c'est la communauté Azure de Québec, parce qu'il y a une communauté .NET de Québec qui, elle, est, on va dire, organisée par Inolt, que vous aviez reçu il y a quelques semaines pour un épisode sur Azure Arc. Lui s'occupe de la communauté .NET de Québec. Moi, je m'occupe plus de la communauté Azure de Québec, conjointement avec mon ami Maxime Coquerel, que vous avez aussi reçu dans cette émission-là. Oui, cette année, pour nous, c'est la thématique, si on invite les gens de la communauté de Québec. Puis, c'est le fun. Oui, tout à fait. Ben, écoute, on apprécie parce que c'est une communauté très dynamique à Québec, parce que vous n'êtes pas juste dynamique en présentiel. Quand c'est possible, avec la COVID, c'était vraiment moins possible dans les derniers 22 mois. Mais c'est une communauté qui est très active aussi avec YouTube, donc sur le web, là. Tout à fait, effectivement. Je vous avouerai qu'on était moins actifs
sur Internet avant la pandémie. Donc la pandémie nous a forcé à changer notre modèle, on va dire, de prestation d'activité. Donc on a dû shifter vers du 100% virtuel. Et du coup, on a créé une chaîne YouTube, on est présent maintenant sur Twitter, on est présent sur LinkedIn, on a notre page Meetup avec nos événements habituels. Et toutes les sessions maintenant sont enregistrées et puis sont rendues disponibles sur notre chaîne YouTube. Et Jenny, je dirais que dans mon livre à moi, si je peux prendre cette expression-là, c'est vraiment ma personne à aller voir. Si je m'intéresse à l'infrastructure as code, c'est toi que j'irai voir. En tout cas, si j'ai des questions techniques, là, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment ton dada, l'infrastructure as code? En tout cas, je te mets une étiquette, là, mais tu enlève-la si tu trouves qu'elle n'est pas appropriée, mais moi, je pense que tu es vraiment le king du IAC, c'est Johnny. Eh ben, c'est la première fois qu'on me met cette étiquette, puis je ne l'enlèverai pas dans ce cas-là. Trop fier de l'avoir. En fait, pour être très honnête, là, je ne suis pas le seul, on va dire, king, puisque je reprends tes mots, Mario, hein, c'est pas moi, c'est toi. À Québec, il y a aussi André Girard, notamment. Ouais, qu'on a reçu. Vous avez reçu, effectivement. Avant de répondre à ta question, il faut savoir que moi, je suis plus d'un background développeur. Hein, donc, à la base, je suis pas forcément au niveau de l'infrastructure. Mais c'est sûr que je travaille avec Azure depuis 2009, donc ça fait un petit bout de temps. Puis, j'avais aussi une petite expérience AWS. Puis quand j'avais commencé à voir CloudFormation à l'époque avec AWS, donc la capacité de scripter des infrastructures, je trouvais ça fabuleux. Pourquoi? Parce que dans on va dire une philosophie DevOps, on automatise nos déploiements, on automatise, on va dire le maximum de notre cycle de vie applicatif. Puis là, la partie plus infrastructure était toujours un petit peu en retrait à ce niveau-là. Donc avec CloudFormation et la capacité de scripter des infrastructures, je trouvais ça fabuleux parce que on pouvait maintenant déployer et redéployer des infrastructures au besoin sans risque d'erreur. Okay? Puis après, cette feature-là est arrivée aussi sur Azure avec les ARM templates, puis plus tard avec Bicep, etc. Donc c'est sûr que c'est vraiment excellent parce que justement dans une optique cloud où on est facturé bien souvent à l'utilisation des ressources, on veut essayer de se départir des ressources non utilisées, mais bien souvent on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça a tellement pris d'efforts et de temps de configuration qu'on se dit je suis mieux de garder la ressource quitte à être facturée même si elle n'est pas utilisée plutôt que de me retaper en fait tout le déploiement, la configuration de cette infrastructure-là. Mais l'infrastructure as code nous permet justement de on va dire, limiter le temps de déploiement et de configuration de l'infrastructure avec un minimum, voire zéro risque d'erreur, okay, puis de pouvoir la déployer au besoin. Mais les efforts sont peut-être les mêmes pour arriver au même point, mais sauf que là, t'as une preuve, soit en Terraform, soit en Pulumi, soit en autre chose, qui fait en sorte que tu es capable de reproduire. Exactement. En fait, les efforts sont pas toujours les mêmes. Sont les mêmes la première fois. Oui, mais oui. Si tu dois recréer cette infrastructure, t'as quasiment pas d'efforts à mettre pour recréer ton environnement. C'est sûr que ça prend un certain temps, dépendamment du type de ressources que tu vas vouloir créer. Mais d'un point de vue recréation, si tu veux, de l'infrastructure, si je peux m'exprimer ainsi, t'as pas d'effort à mettre là, parce que tu l'as déjà scripté. Tu as mis un effort en amont. Ouais. Au début, quand on t'a présenté Pulumi au début de l'émission, tu as justement dit que ça s'adresse plus aux développeurs, d'où ton intérêt pour Pulumi, parce que c'est un profil plus de développeur. Mais à la base, c'est de l'infrastructure as code. Puis, donc, quelles seraient les raisons pour lesquelles quelqu'un devrait s'intéresser à Pulumi? C'est une excellente question. Puis, tout d'abord, effectivement, comme tu l'as mentionné, Mario, moi j'ai plus un profil développeur, mais pour faire du IAC, j'ai quand même dû apprendre des langages qui sont généralement je dirais pas qu'ils sont plus réservés, mais qui se retrouvent
plus souvent du côté techno, du côté IT Pro. Donc, on parle de PowerShell, on parle de Bash, on parle de Terraform, etc. Ok, c'est des langages de scripting qui sont plus, on va dire, dans les cordes de nos amis du côté IT Pro, du côté techno. Et j'ai découvert Pulumi, puis j'ai trouvé ça fantastique. Donc, j'ai quand même voulu le regarder. Pourquoi? Parce que Pulumi me permet de créer des infrastructures, de scripter des infrastructures, mais en capitalisant sur les langages de programmation que je connais. Donc, moi, en l'occurrence, je suis plus familier avec .NET et C# en particulier. Donc, Pulumi me permet de scripter mes infrastructures en C#. Okay? Il supporte aussi d'autres langages tels que Java, Python, Go, JavaScript, TypeScript. Donc, pas mal les langages les plus communément utilisés sont supportés par Pulumi. Puis, ça s'adresse essentiellement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, à un public développeur. Pourquoi? Parce que ça permet justement de capitaliser sur nos compétences actuelles plutôt que de devoir apprendre de nouveaux langages ou de nouvelles façons de faire. Donc, est-ce que je dois comprendre que Pulumi, c'est comme ça crée un langage spécifique au domaine de l'IAC par-dessus des langages existants comme de la plateforme .NET, que ce soit C# ou du Ruby ou du Python, c'est-à-dire que ça va te donner des objets qui vont te permettre d'avoir un peu comme des outils du domaine spécifique pour faire de l'IAC? Exactement. C'est tout à fait ça. En fait, avec Pulumi, tu vas retrouver des objets qui représentent une web app, qui représentent un serveur SQL, qui représentent un storage account, etc. Puis si t'es en C#, tu vas avoir ces classes d'objets-là, mais si tu es en Python, tu auras aussi les mêmes objets. Puis à ce moment-là, un coup que tu as appris à utiliser Pulumi, tu peux quasiment l'utiliser avec ton langage préféré. Exactement, en fait, c'est la même syntaxe, enfin, c'est la même structure d'objets, c'est juste la syntaxe qui s'adapte à ton langage. Okay? Donc, c'est les mêmes objets qui prennent les mêmes paramètres. Donc, si tu sais l'utiliser en C# puis que demain tu apprends Python, ben tu peux réutiliser Pulumi en Python, puis tu n'as rien d'autre à apprendre parce que c'est juste la syntaxe qui change. Ça, c'est intéressant parce qu'au lieu d'apprendre un nouveau langage, tout ce que tu as besoin d'apprendre, c'est ce qui est spécifique à l'IAC, donc les objets que Pulumi te donne, mais tu peux utiliser le langage, tu sais, faire des books, faire des if, then else, des switch case, tu les fais avec le langage que tu veux bien. C'est différent, par exemple, parce que je pense que Bicep, qui est aussi un DSL, un Domain Specific Language, mais lui, il est par-dessus ARM, si je ne me trompe pas, Azure Resource Manager. Donc, exactement. C'est des chemins différents. Puis, Bicep, on avait compris, lorsqu'on avait fait, ça s'adressait plus aux gens qui venaient d'un profil infra, donc tandis que Pulumi, c'est plus pour les gens qui sont habitués de vivre dans Visual Studio Code, puis qui aiment beaucoup le langage C#. Tout à fait. En fait, qui aiment les langages de programmation. C# en est un exemple, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Ouais. En fait, comme tu le mentionnais, Bicep vient se placer par-dessus ARM. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, à la base, c'est les REST API d'Azure. Okay? Donc, le Azure Resource Manager expose un ensemble de REST API par lequel tout le reste est bâti par-dessus. D'accord? Donc, justement, Pulumi, si tu veux, les librairies de Pulumi sont une encapsulation des REST API. Ah oui, donc si tu vas vraiment au bas niveau, à la fin, ça finit par être des REST API qui sont envoyés à Azure. C'est juste que le programmeur, lui, il s'en fout, c'est pas avec ça qu'il travaille. Lui, il travaille avec des abstractions qui sont, comme tu as dit, un web app ou quel autre genre d'abstraction que tu vas avoir. Ça serait quoi un bon exemple? Pardon? Le genre de type d'abstraction que Pulumi te donne. Tu vas avoir un SQL database, tu vas avoir un storage account, tu peux avoir, ça peut même être au niveau de l'Azure AD, tu peux créer un managed identity avec Pulumi, tu peux vraiment créer des app registration, tout ce que tu ferais dans Azure. OK, mais qui dit cloud provider sous-entend, les trois plus grands. Tu as mentionné des objets qu'on trouve dans Azure. J'imagine que ça supporte aussi AWS et Google Cloud.
Cloud? Tout à fait, effectivement, excellent point, Guy. Oui, on parle depuis tout à l'heure de Azure, donc une partie de notre auditoire va dire ouais, mais moi, je suis plus AWS, ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Mais non, Pulumi supporte effectivement Azure, supporte AWS, supporte Google Cloud, supporte OpenStack et supporte aussi Kubernetes en natif. Cette partie-là, je l'ai pas utilisée à ce jour-là. Moi, j'étais plus sur autant AWS que Azure. Mais il y a quand même des abstractions pour Kubernetes. Et ça existe parce que c'est la communauté qui est derrière Pulumi? Parce que là, avec tout ce support-là, il y a probablement pas de grosses compagnies qui sont derrière Pulumi, là. Oui, il y a des grosses compagnies qui sont derrière Pulumi, ou c'est vraiment un effort de la communauté? Ben, je dirais, il y a des compagnies qui back Pulumi, mais effectivement, à la base, c'était un effort de la communauté. Tu as tout à fait raison. Puis aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Pulumi, la documentation est excellente. Honnêtement, j'ai été surpris par la qualité de la documentation. Pour apprendre et prendre en main Pulumi, je me suis concentré uniquement sur la documentation officielle qu'on retrouve sur le site de Pulumi, puis ça a été largement suffisant. C'est très très bien expliqué, bien détaillé, les exemples sont très clairs, très pertinents. Donc pour apprendre Pulumi, je vous dirais le meilleur moyen, c'est d'aller suivre la doc pas à pas, puis c'est largement suffisant. Outre la doc, tu nous dis elle est bien faite, c'est-à-dire les outils qu'on a besoin, là, à part avoir un environnement de développement, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Ben, en fait, tu as besoin de deux choses. Première chose, c'est un bon éditeur, tel que VS Code. Mm-hmm. Puis deuxièmement, tu as besoin du CLI de Pulumi. Okay? Donc, Pulumi, il y a deux parties dans Pulumi. Il y a le CLI, la ligne de commande, et tu as les librairies. Le CLI, lui, est agnostique, si tu veux, au langage supporté. Donc, c'est le même CLI, les mêmes commandes, qui te permet justement de créer un projet, qui te permet de déclencher un déploiement, qui te permet de détruire un déploiement. Puis tu as les librairies qui sont spécifiques à ton langage. Par exemple, si tu fais du TypeScript, ben ça va être des packages NPM. Si tu fais du .NET, ben ça va être des packages NuGet. Si tu utilises Python, ben ça va être des packages en Python que tu vas installer avec la commande pip. Puis ça dépend de ton langage. Donc, est-ce que quand tu dis il y a un CLI qui vient avec Pulumi, est-ce qu'il y a une certaine ressemblance avec par exemple, le CLI qu'on a de .NET qui te permet justement de pouvoir créer des projets, de pouvoir faire des builds? Tu vas être capable de faire un Pulumi build, puis lui, il va construire tout ton je sais pas si ça a-tu du sens de builder un Pulumi ou oui? T'as pas besoin de le builder. En fait, ce que tu fais, c'est que tu crées un projet, ok, au niveau de Pulumi. Donc, tu as une commande qui s'appelle Pulumi New, comme on a .NET New pour .NET, ben, tu as Pulumi New. Puis ensuite, tu choisis ton template. Là, supposons, moi, par exemple, je veux utiliser du C#, puis je veux déployer sur Azure. Ben, il y a un template qui s'appelle Azure-C#, ok, Azure-C#. Donc, en faisant Pulumi New Azure-C#, ça me crée un projet .NET avec déjà la librairie NuGet, donc le paquet NuGet qui est rajouté dans mon projet, puis ça me crée une structure de fichiers. Puis si je fais juste Pulumi New, est-ce que là, il va me dire, écoute, tape-H pour avoir de l'aide, ou il va t'offrir les choix possibles en disant, ben voici la liste, choisis dans la liste celui que tu veux, ou... Oui, en fait, si tu fais juste Pulumi New, il va te lister tous les templates qu'il connaît. Et tous les templates qui est la tendance moderne de toutes les CLI, là. C'est-à-dire exactement. Tout à fait. Puis, en fait, t'as même pas besoin de taper -h ou -help, là. Tu fais Pulumi New, il va te dire, voici tous les templates que je connais. OK. Et donc, si on reprend l'exemple avec Azure puis C#, donc si je crée un nouveau projet, ce que ça va me faire, en fait, ça va me créer un répertoire. En fait, ça crée pas le répertoire, c'est que dans le répertoire courant, ça va me créer un ensemble de fichiers. OK. Donc, le premier fichier que je vais avoir là-dedans, c'est un fichier qui s'appelle un fichier CSproj, ok, dans lequel je vais essentiellement retrouver le package reference, donc la référence au paquet NuGet, qui me permet d'avoir les fameux objets Azure
en .NET, ok? Mhm. L'autre fichier que je vais avoir, c'est un fichier qui s'appelle pulumi.yaml, qui est les métadonnées du projet. Donc là-dedans, je vais retrouver le nom de mon projet, une description, puis le runtime que j'utilise. Donc si je suis en C#, le runtime, c'est .NET. Mhm. D'accord? Puis ici, on parle vraiment de .NET Core, pas le vieux .NET. .NET Core, effectivement. Oui, tout à fait. Oublie ça, Mario. Oublie ça. Non, mais là. moi, j'ai des cheveux gris, des cheveux blancs, donc j'ai déjà connu le mythe à l'époque où est-ce qu'on disait plusieurs langages, un seul runtime. Oui, avec Mono, .NET Framework et compagnie. Bah, tu sais, regarde, on est en 2022 là, mais j'ai des clients pour lesquels on a encore des projets en .NET Framework, hein, puis ça continue à être utilisé, puis on les fait encore évoluer. Et regarde, on vit avec. Hein. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est un seul langage, on fait tout en C#, mais plusieurs runtimes, c'est-à-dire que essentiellement, ton .NET, tu peux le déployer sur Linux, sur Mac, sur PC, sur téléphone, en tout cas. Donc, Tout à fait. c'est sûr que si on ferait faire un saut quantique à quelqu'un qui était en 2002 puis on l'amènera en 2022, on dit que voici dans 20 ans, ça va être quoi le discours officiel? Il aurait probablement fait non, ça se peut pas, là. Tu Microsoft sur Linux? Oui, en plus, hein. Imagine, mais ça, c'est quand même cool, c'est 20 ans. Donc, mais probablement que si on ferait faire juste un saut de 20 ans à n'importe qui en 2002, Ouais. puis qu'il regarderait juste la situation actuelle, il montrait l'état, par exemple, de l'Amérique du Nord, la division entre il y a probablement qui croirait pas. Il dirait, voyons donc. Je voudrais revenir en arrière tout de suite. Retourner dans le temps tout de suite. Ça a été quand même beaucoup de changements en relativement peu de temps. Là. Il y a une belle évolution, effectivement. Bon, on a créé notre projet. Donc, on a créé notre projet. On a donc nos métadonnées, on a notre référence à notre paquet NuGet, on a le fameux programme.cs qu'on connaît tous avec la méthode main. On déroge pas à la règle. Puis dans la méthode main, tout ce qu'on a, c'est un appel à une méthode d'une classe statique. Donc la classe s'appelle deployment, puis la méthode s'appelle run async, pardon. Puis ce que ça prend c'est une méthode générique. Donc ce que ça prend comme type générique, c'est un objet qui est de type stack. Ok, donc stack, c'est la classe de base de toutes les classes d'infrastructure dans Pulumi. Est-ce que c'est un objet ou c'est une interface stack? Non, c'est une classe de base. Ok, c'est une classe de base. Ok. Oui. Donc du coup, il faut que ta classe hérite de cette classe de base qui s'appelle stack. Okay? Donc on va toujours avoir un objet de très haut niveau qui va hériter de stack, et ça, c'est comme notre gros objet qui va être le déploiement total qu'on veut faire. Exactement, c'est tout à fait ça. Puis dans cet objet-là, donc supposons que j'appelle ma classe ma super web app, okay? Ma super application web, je vais l'appeler comme ça, qui hérite de stack. Donc là-dedans, je vais en fait définir toutes les ressources Azure que je veux créer. Donc je peux dire, je veux avoir un resource group, je veux avoir un compte de stockage, un storage account, je veux avoir un app service plan, je veux avoir une web app, je veux avoir un SQL database. Donc je vais définir toutes les ressources. Puis cette classe de haut niveau, donc ma super application web, c'est ce qu'on peut appeler en fait un produit d'infrastructure. Okay? Donc, dans mon organisation, dans mon entreprise, je peux avoir plusieurs classes qui représentent des produits d'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, dans notre entreprise, une application web sur Azure consiste en un SQL database, un resource group, une web app, un compte de stockage, un private endpoint si on veut. Donc tout cet environnement-là, c'est ce que représente une application web standard dans notre organisation. Mais est-ce que c'est vraiment le mot application que je voudrais utiliser ou ça représente l'infrastructure web standard? Parce que essentiellement avec Pulumi, tu feras pas le déploiement de ton code que tu vas développer pour ton single page application. Tu le déploieras pas avec Pulumi, tu vas juste déployer la couche d'infra avec ça.
Tu as tout à fait raison. En fait, je fais un abus de langage, puis tu as tout à fait raison. En fait, c'est l'infrastructure qui supporte une Donc, application web. donc on va l'appeler ma super infra web. OK. C'est ça. C'est pour ça que je dis plutôt que c'est ce qu'on appelle un produit d'infrastructure. Donc, c'est vraiment tu as raison, Mario. Tout à fait raison. Ben, je veux juste Et donc, m'assurer que pour nos auditeurs qui voient la nuance, c'est-à-dire que c'est excellent. c'est pas dans le même pipeline. Absolument, ça, c'est un pipeline que tu vas déployer probablement avec un lancement manuel quand tu en as besoin, tandis que souvent, celui qui est le code, lui, il va être automatisé à chaque fois que tu fais un pull request, il y a un continuous integration qui va partir. Puis c'est deux besoins différents, là. Effectivement, ça dépend, je te dirais. Il y a dans certaines organisations où c'est des pipelines distincts, dans d'autres organisations où c'est le même pipeline qui déploie d'abord l'infrastructure, puis qui fait des tests automatisés sur cette infrastructure-là. Puis, si ces tests-là se terminent en succès, c'est là qu'il lance le déploiement du code applicatif. On pourrait penser où est-ce que ça aurait du sens, c'est que le pipeline qui déploie, par exemple, un environnement de test, ben, il roule du Pulumi pour dire, je vais monter la machine, parce que ma machine, je la laisse pas up and running 24 heures sur 24, je la fais juste rouler le temps qu'il faut qu'il fasse des tests, puis je la détruis après pour sauver de l'argent. C'est ça. Il y a des techniques aussi pour justement faire le ménage entre guillemets de ton infrastructure de manière automatisée. Une des techniques, c'est qu'on peut définir des tags sur ces environnements-là transitoires, donc les environnements d'essai. On peut définir des tags, par exemple, avec une date d'expiration entre guillemets. Puis on peut avoir des processus automatisés comme des automation runbook qui roulent périodiquement, puis qui analysent ces tags-là, puis que dès que l'environnement a atteint sa date d'expiration, ben ils détruisent ces environnements-là de manière automatisée. Il y a différentes techniques, mais oui, tu as tout à fait raison. Donc là, je t'entends, Jenny, donc je vois vraiment la puissance, mais j'entends aussi certains de nos auditeurs qui sont peut-être beaucoup plus familiers avec Terraform, qui disent oh, OK, ça a l'air très puissant, mais j'ai-tu comme une gestion d'état, en tout cas, tu sais, est-ce qu'on peut retrouver avec Terraform aussi dans Pulumi? Oui, puis si tu me permets, juste avant de répondre à ta question, je vais finir un petit peu le processus de création de projet. OK, c'est bon. En fait, pourquoi j'aimerais finir ce processus-là? Parce que là, on est arrivé en disant que on a des objets qui représentent des ressources Azure, donc une web app, un storage account, etc. Mais ce qui est aussi intéressant dans Pulumi, c'est que ces objets-là ont pas mal tous la même structure, dans le sens où ils prennent pas mal tous les mêmes types de paramètres en entrée. Donc il y a toujours un nom qui est une string qui représente un nom unique qui est utilisé par Pulumi comme identificateur de la ressource. Okay, c'est pas le nom de la ressource, c'est juste un identifiant de la ressource. On a un objet de type args, ok, donc si c'est une web app, donc ce sera web app args, un storage account sera storage account args, et qui représente en fait ARGS, args. Ah, ok, des arguments, donc les paramètres. C'est ça. Puis en fait, c'est cet objet-là qui va définir l'état souhaité pour la ressource. Donc le nom de la ressource, son emplacement, donc dans quelle région elle est située, le pricing tier, etc. Les tags, si on veut appliquer des tags, vraiment tout ce qu'on aurait défini dans notre Bicep ou notre Terraform ou autre. Ça se joue dans cet objet-là. Et enfin, on a un dernier objet qui est optionnel, qui est de type Custom Resource Options, donc des options de ressources personnalisées, et qui nous permettent de venir rajouter des comportements, on va dire, particuliers par rapport à certaines ressources. Par exemple, j'en reparlerai un peu plus loin, c'est que si j'importe des ressources existantes, parce qu'on peut aussi importer des ressources existantes dans Pulumi, ben là, dans mon objet Custom Resource Option, je vais venir mettre une propriété qui s'appelle Protect à True. C'est une propriété booléenne. En la mettant à True, ce que ça veut dire à Pulumi, regarde, quand tu vas redéployer, ne touche surtout pas à cette ressource. Elle existe sur Azure et je veux surtout pas que tu la modifies. OK? Ça va, je vous ai pas trop perdu? Oui, non, c'est bon. Parfait. Puis aussi, c'est une question qu'on peut se poser, c'est comment en fait Pulumi va ordonnancer les étapes de création de mes ressources. Si je lui demande de créer un resource group, une web app, puis un app service plan, dans quel ordre il va les créer? En fait, par défaut, il va faire la création en parallèle.
Donc, il va paralléliser la création des ressources. Sauf si on a des références entre les ressources. OK. Par exemple, si dans mon app service plan, je lui dis l'emplacement, donc le location de ce app service plan, c'est admettons, j'ai un objet qui s'appelle RG, qui est mon ressource groupe. Puis je lui dis, la location de mon app service plan, c'est rg.location. Donc je viens de créer une dépendance entre les deux objets. Donc là, il va savoir que l'objet RG qui représente le ressource groupe doit être créé avant l'objet plan qui représente mon app service plan. Et c'est comme ça en fait qu'il va créer son arborescence de déploiement. Fait qu'il est assez intelligent pour dire le groupe de ressources là, lui c'est le parent. Puis Exact. ensuite, je peux créer plusieurs types d'objets différents sous le groupe de ressources. Ensuite, en dessous, il pourrait paralléliser, par exemple, la création d'une base de données SQL, d'une web app, par exemple, qui pourrait être fait en parallèle. Exact. C'est-à-dire si ton objet n'a de dépendance ou de référence plutôt à aucun autre objet, c'est-à-dire aucun autre objet il ne fait référence à aucun autre objet, pardon, il sait qu'il peut le créer en parallèle avec d'autres. Dès que tu mets une référence, il dit OK, là je peux pas le créer, il faut que je crée l'objet référencé avant de créer cet objet. OK. Puis comment il sait qu'un objet a déjà été créé, par exemple? Qui sait qu'un objet a déjà été créé? Bonne question. Puis là, on embarque sur le state file. Donc là, ça, on fait une belle transition avec la question précédente. Ah, OK. Puis justement, en fait, pour ceux qui sont familiers avec Terraform, vous connaissez sans doute la notion de state file qui représente le dernier état connu de mon environnement infonuagique, dans mon environnement cloud. Et Pulumi a le même principe, hein, le principe de state file. OK? Donc ce state file là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer l'état que je souhaite, l'état désiré, donc qui est représenté par mon code Pulumi, avec le dernier état connu. Puis en faisant cette comparaison, il va déterminer c'est quoi les créations, les modifications ou les suppressions qu'il doit appliquer sur Azure en l'occurrence. OK? Puis une fois qu'il fait son déploiement, et il va mettre à jour ce state file pour dire le nouvel état connu ou le nouvel état le plus récent connu, c'est maintenant l'état actuel, donc suite à mon déploiement. Puis pour répondre à ta question, Mario, c'est que la gestion de ce state file là, de ce fichier d'état, dans Terraform, on a notre state file, puis faut le gérer, puis si on travaille en équipe, faut le placer dans un emplacement centralisé auquel les différents membres de l'équipe ont accès. Dans Pulumi, par défaut, on a un portail. Donc, quand on veut faire un déploiement, la première chose, c'est de s'authentifier à ce portail-là. Okay, donc on a un Pulumi login, puis là on a différents identity providers qu'on peut utiliser, un GitHub, un GitLab, etc. Puis une fois qu'on est authentifié, donc quand on fait notre déploiement, Pulumi va d'abord aller voir s'il y a un historique de déploiement sur ce portail-là, ok, à mon compte à moi. Et c'est là c'est son state file en fait. C'est là qu'il va comparer le dernier déploiement connu avec le déploiement que je veux faire. Si il y en a pas, ok, il va dire pour lui, il va considérer que c'est vraiment un nouveau déploiement puis que les ressources n'existent pas. Puis si les ressources existent sur Azure, donc sur la cible de déploiement, là on va avoir des erreurs, des conflits parce que les ressources qu'on essaye de créer existent. Si il arrive à faire la mise à jour, il va faire la mise à jour, mais dans certains cas, il n'y a pas moyen de faire la mise à jour de la ressource, sauf en la supprimant puis en la recréant, là il va générer un conflit. Johnny, cet état-là est stocké où exactement? C'est une excellente question. Par défaut, il est stocké sur les serveurs de Pulumi parce qu'on a justement l'accès au portail et ce portail-là est vraiment déployé sur l'infrastructure de Pulumi, donc sur les serveurs de Pulumi.
pour certaines organisations, elles peuvent considérer que c'est un enjeu de sécurité ou autre pour eux parce que ce qui- avant d'embarquer là-dedans, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce qui est stocké là-dedans, c'est juste les métadonnées du déploiement. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été déployé, à quelle date, par qui. Ok, on n'a pas d'informations sensibles là-dedans. Mhm. Mais malgré cela, certaines organisations, pour des raisons de compliance ou autres, peuvent considérer que ces métadonnées de déploiement sont assez sensibles pour ne pas devoir se retrouver sur des serveurs d'un fournisseur tiers. Et dans ce cas-là, Pulumi nous permet de changer, si tu veux, l'emplacement du state file pour le mettre sur un blob storage ou un S3, ou si on est sur un plan entreprise, parce que Pulumi a un plan individuel et un plan entreprise. Quand on souscrit un abonnement de type entreprise avec Pulumi nous donne même accès aux conteneurs qui exécutent leur propre portail. Ok, c'est un ensemble de conteneurs Mhm. et il nous donne accès à ça, puis on peut déployer ces conteneurs sur notre cluster Kubernetes chez nous pour avoir le même portail, mais hosté dans notre propre infrastructure. Donc, on a un contrôle total, puis on est en conformité au niveau des métadonnées. Fait que si on pourrait comparer un peu une comparaison boiteuse, disons GitHub, là, où il y a la partie publique, la partie privée, puis quand on crée un compte, on peut déployer notre code de façon privée, c'est sécurisé. Pulumi a un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire on crée un compte, puis ensuite notre état est stocké sur leur serveur, par exemple, mais pas disponible à tout le monde, là. Exactement. Il est disponible uniquement aux personnes qui ont accès au portail, c'est-à-dire moi, puis aux personnes auxquelles je donne accès. Mais il doit avoir des coûts à ça. Oui, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Pulumi, à la base, pour une utilisation personnelle, c'est totalement gratuit. Ok, même pour accès au portail et tout ça, on paye absolument rien. Pareil pour de petites équipes. Et quand on est rendu à des équipes relativement, on va dire, importantes, de taille relativement importante, ou pour des projets, comment dire, qui génèrent des revenus relativement importants, mais là, on embarque sur des plans payants, puis c'est des plans plus d'entreprise. Ah, c'est un peu comme ce que Docker a fait avec Docker Desktop, Oui. qui est gratuit là pour les individus puis les entreprises jusqu'à un bon montant là, de revenus là. Puis après ça, tu commences à payer là par la suite. Donc le principe est un petit peu le même. Il n'y a pas de danger à essayer si on est si on veut faire des tests, on n'est pas facturé, il n'y a pas de coût. Pour des petites entreprises, des startups, il n'y a pas de coût non plus. C'est juste quand on est rendu dans la moyenne et la grande entreprise là, que on doit commencer à sortir le chéquier. Là. Exactement. Même si je suis tout seul dans mon sous-sol à travailler sur mon projet perso, puis là ça me coûte rien, mais si demain mon projet génère $1 million de revenus, là, je vais quand même passer à la caisse. D'accord. OK. Puis, donc là, on t'explique que finalement, on peut se servir des state files pour être en mesure de savoir dans quel état, en réalité, pour pas que ça recrée des ressources qui sont déjà existantes. Donc, ça ressemble un peu à, moi, ça me fait penser un peu à Desired State Configuration Exactement. En fait, ce qu'on a pas encore mentionné par rapport à Pulumi, c'est que même si je crée des objets en .NET en disant new resource group, new web app, new SQL database, etc., ça veut pas dire que je crée un SQL database, ça veut pas dire que je crée une web app. C'est que je suis en train de définir l'état désiré. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est je veux avoir une web app qui a telle configuration, donc avec tel nom, tel pricing tier, situé dans telle région, avec tel tag, etc. Je suis pas en train de lui dire crée-les, je suis en train de lui dire voici ce que je veux avoir.
mais c'est Pulumi avec son fameux CLI dont on avait parlé un peu plus tôt. C'est quand je vais dire Pulumi up, donc je vais exécuter la commande Pulumi up pour update. C'est là où il va prendre le state file, comparer avec mon code, puis déterminer qu'est-ce qu'il doit créer, qu'est-ce qu'il doit supprimer, qu'est-ce qu'il doit modifier. D'accord? Donc, si je t'entends bien, ça peut avoir du sens de dire, OK, je vais avoir un service qui va se réveiller à toutes les 5 minutes, qui va aller voir ma configuration, est-ce qu'elle est conforme? Si elle n'est pas conforme, il va la reconstruire par rapport à ce que je désire. Ce qu'on faisait beaucoup à l'époque avec du PowerShell et du Desert State, on mettait en place un petit service qui vérifiait tout le temps, est-ce que mon infrastructure est conforme à ce que je m'attends? On va faire la même chose ici avec Pulumi? Oui, effectivement, c'est assez similaire, effectivement. Puis ce qui est intéressant avec Pulumi, c'est que quand je vais faire ma commande Pulumi up, là, ce qu'il va faire, c'est, pour ceux qui sont familiers avec Bicep, il va faire un peu un what if. Puis pour ceux qui sont familiers avec Terraform, ça va être un plan. Il va comparer l'état désiré avec le dernier déploiement connu. Puis il va me dire, voici ce que je vais faire. Puis c'est ensuite à moi de lui dire si je veux qu'il fasse le déploiement ou pas. OK. Je veux juste faire un pas en arrière, Tijani. On était dans Visual Studio Code, on a fait notre code en C#. Oui. Pour déployer, là, pour faire mon Pulumi up, là, comment je me rends jusqu'à Pulumi up? Parfait. En fait, une fois que j'écris mon code, comme tu le mentionnes, ce que je vais faire première chose, un Pulumi login, comme on avait dit, pour m'authentifier à mon portail. Pourquoi j'ai besoin de m'authentifier à mon portail? C'est surtout pour lui donner accès à ce fameux state file pour qu'il puisse faire sa comparaison. Ensuite, je vais faire un petit disclaimer. Hein. Dans cet épisode, on parle exclusivement de déploiement dans Azure, mais comme on l'avait mentionné, AWS, Google Cloud sont des cibles potentielles aussi. Donc là, étant donné que je vais déployer dans Azure, je vais faire aussi un AZ login pour m'authentifier à Azure. Okay? Parce qu'il va faire le déploiement et il va le faire en mon nom, c'est-à-dire avec mon compte à moi. Si on est dans un pipeline, là, on va avoir un service principal, puis on va s'authentifier avec ce service principal, puis le service principal aura les droits de déployer dans Azure. Okay? Mais là, supposons que je suis sur ma machine, donc je vais faire un AZ login, je vais m'authentifier à Azure, je vais me positionner sur le bon abonnement, la bonne souscription Azure. Puis là, je vais lui dire Pulumi up. Okay? Puis ce qu'il va faire, première chose, il va compiler le code pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans mon code. S'il n'y a pas d'erreur dans le code, il va justement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter ce qu'on appelle le language host. Okay? Il y a un des composants, si vous voulez, du moteur Pulumi, c'est ce qu'on appelle le language host, qui va dire à mon CLI, il va parcourir mon code C#, puis pour chaque ressource qu'il va retrouver, il va dire à Pulumi, il y a dans le code, on fait référence à un storage account avec telle configuration. On fait référence à un SQL database avec telle configuration. On fait référence à une web app avec telle configuration. Puis une fois que le CLI a obtenu toutes ces informations-là, il va aller au portail pour récupérer le dernier state file et il va faire la comparaison. Une fois qu'il va faire ces comparaisons-là, il va déterminer c'est quoi les créations, modifications et suppressions. Puis il va exécuter, en fait, il va faire des appels REST au fournisseur, donc à Azure en l'occurrence. Donc il va faire il va faire des appels REST à Azure pour faire les créations, modifications et suppressions pour justement atteindre l'état désiré qui est décrit dans notre code. Puis une fois qu'il fait ça, une fois qu'il a fini ça, il va venir mettre à jour son state file. Pour dire, donc la magie, là, la magie se trouve à l'exécution de la commande Pulumi up. C'est là que la compilation va se faire, c'est là que la communication avec le state, l'état, là, le serveur de Pulumi va se faire. C'est là ensuite, après ça, que la communication avec l'API REST d'Azure va se faire.
Exactement. C'est pour ça que justement on a besoin de cette fameuse couche CLI parce que c'est le moteur qui est derrière qui Ouais, réalise la magie en fait. Mhm. parfait. Mais là, quand je crée un Polomi, tu as dit au début, on fait un Polomi new pour créer notre projet. Mhm, Puis là, un paquet de paramètres qu'il faut inscrire. Est-ce mhm. que ces paramètres-là, on peut les automatiser, c'est-à-dire qu'avoir un peu comme des fichiers de paramètres, ou est-ce qu'on pourrait quasiment dire Polomi, voler dans du fichier de paramètres, puis là, tu vas savoir tout qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi? Excellente question. Oui, tout à fait. Ben oui, effectivement, on sait que bien souvent on va scripter notre infrastructure, mais on va vouloir déployer cette même infrastructure dans différents environnements, en dev, en pré-prod, en prod, en environnement de formation, etc. Donc, on va pas vouloir hard-coder les valeurs des paramètres dans le code C#. On va vouloir avoir des fichiers de paramètres à côté. Puis effectivement, par défaut, en fait, dans la structure de base, on a déjà un fichier de paramètres par défaut. Ce fichier-là va s'appeler pulumi.dev.yaml, ok? Et pourquoi .dev? Parce qu'il va faire référence à un environnement de dev, d'accord? Et du coup, en fait, quand je vais faire mon déploiement, je peux lui dire d'aller chercher les éléments dans ce fichier-là. Donc, dans ce fichier-là, je vais retrouver des configurations sous forme de clés valeurs. Hein. Donc, je vais avoir par exemple Azure tiré région, par exemple, pour dire ma région par défaut c'est deux points Canada Central ou Canada East ou peu importe. Puis je vais avoir tous mes paramètres là-dedans. Maintenant, comment est-ce que j'accède à ces paramètres-là? Un peu comme on fait avec des fichiers de configuration en .NET, on va avoir un objet qui s'appelle config. C'est un objet qui est fourni par la librairie Pulumi, qui s'appelle config. Puis, on va lui dire config. Il y a deux méthodes principales là-dedans. Il y a require, et on va lui donner le nom de la clé de config qu'on veut aller chercher. Et il y a get, qui prend aussi le nom de la clé de config. La différence entre les deux, c'est que le require, c'est pour les paramètres obligatoires. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple je mets require region, par exemple, parce que je vais aller chercher la région, puis que ce paramètre-là n'est pas défini, le déploiement va planter. Ok, c'est une exception qui est lancée, le déploiement plante. D'accord. Le get, c'est essentiellement pour des paramètres optionnels. Donc du coup, s'il ne trouve pas la valeur, il va me retourner un nul. OK. D'accord. Puis si mon code n'est pas blindé contre les nuls, je peux avoir une exception, mais ça c'est un autre discours. Puis ces fichiers de paramètres-là, j'ai vu que tu nous as dit que tu peux avoir un point dev, je peux avoir un point stage. Est-ce qu'il y a aussi comme une hiérarchisation, c'est-à-dire que j'ai celui qui n'a pas d'extension, qui dit, tu trouves là-dessus, puis après ça, on va overwriter, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un peu comme une cascade qui se fait avec les fichiers de config, ou c'est plutôt que tu dis non, tout faut que ce soit dans dev, ou tout faut que ce soit dans stage, ou tout faut que ce soit dans prod? En fait, il faut que tu mettes tout dans ton fichier qui est relatif à ton environnement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pulumi fonctionne par stack. Il appelle ça une stack, mais c'est un environnement. Parce que par défaut, quand tu crées ton projet, il va te créer une stack qui correspond à ton fichier .dev. Donc, il crée une stack qui s'appelle dev. D'accord? Donc, quand tu fais ton déploiement, il va déployer dans cet environnement de dev. D'accord? Donc, on peut créer d'autres stacks, donc d'autres environnements. Il y a une commande pour ça qui s'appelle Pulumi stack init avec le nom de l'environnement, donc Pulumi stack init prod par exemple pour l'environnement de prod. Puis ce que ça va faire, ça va créer au niveau Pulumi une autre stack. C'est un peu comme une sorte de branche si tu veux. Mm-hmm. Okay? Puis il va créer aussi un fichier donc pulumi.prod.yaml, okay, dans lequel on va mettre les valeurs de nos clés de config, mais pour l'environnement de prod. OK. Puis on a une commande pour changer de stack, parce que ce qui est un petit peu, comment dire ça poliment, ce qui est un petit peu dangereux, je dirais ça comme ça avec Pulumi, c'est que Pulumi déploie dans la stack active. Donc si on a oublié de switcher de stack,
et quand on fait un déploiement, il va déployer dans la stack active. Okay? Donc des fois, par exemple, tu vas mettre à jour tes paramètres pour l'environnement de prod, mais tu es sur l'environnement dev, tu t'as oublié de switcher vers la stack de prod. Là, tu vas faire ton déploiement, puis tu vas te rendre compte qu'en prod, il n'y a rien qui a changé. C'est normal parce que tu n'as pas changé de stack. Ben, c'est un peu comme si tu es dans le contexte de Kubernetes, si tu es dans le contexte d'un cluster, ben toutes les commandes que tu vas faire vont être appliquées sur ce contexte-là. C'est ça, ouais, exactement. Pareil pour ceux qui sont moins familiers avec Kubernetes, mais sont familiers avec la gestion de code source. Quand tu es sur une branche, puis que tu veux faire une modification que tu veux appliquer sur master, mais que tu es sur la branche, je sais pas moi, dev, si t'as pas switché, là tu vas faire ta modification sur la branche courante. Et je me pose la question, Jenny. C'est bien là, quand on part de zéro, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle infrastructure, mais la réalité souvent dans l'entreprise, c'est j'ai déjà une infrastructure, j'ai déjà quelque chose qui est existant, qu'on voudrait peut-être justement rendre en format IAC. Donc, si j'ai déjà de l'infrastructure existante, est-ce que j'ai des utilitaires pour être capable de dire « Hey, va donc, pointe là-dessus, puis fais-moi donc mon fichier ou fais-moi donc mon pool.me pour cette infrastructure-là. » Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est envisageable? Oui, tout à fait. En fait, Pulumi offre via son CLI, offre une commande qui s'appelle import. Okay. Et je lui donne en fait le nom de la ressource, ça peut être le ressource groupe ou ça peut être une ressource bien particulière que je vais aller chercher. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser cette ressource-là sur Azure, puis il va me générer le code Pulumi, donc dans le langage dans mon langage de prédilection, donc en l'occurrence en C#, qui correspond en fait à cette ressource-là. Puis comme je l'évoquais un peu plus tôt, par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir rajouter un custom resource option avec une propriété protect at true. Donc par défaut, il va dire je t'ai généré le code Pulumi pour cette ressource-là, mais par sécurité, je vais mettre un tag protect at true. Comme ça, quand tu vas refaire ton déploiement, par défaut, Pulumi ne modifiera pas cette ressource. Donc même si je modifie les propriétés de cette ressource-là que j'ai importée et que je refais un déploiement, Pulumi va tout simplement ignorer cette ressource-là dans son déploiement. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Et pourquoi est-ce qu'on voudrait aussi importer des ressources? Oui, d'une part pour avoir on va dire une vision globale de mon infrastructure, mais aussi dans d'autres cas, j'ai pas le choix de ramener une ressource existante pour pouvoir faire mon déploiement. Exemple, je veux déployer une nouvelle web app, mais je veux envoyer tous les logs de cette web app-là dans un Workspace Log Analytics. Je vais pas créer mon Workspace Log Analytics parce que bien souvent, c'est un workspace qui va être existant, puis on va me demander de me brancher sur ce workspace-là pour envoyer mes logs. Donc, je dois faire référence à ce workspace-là. Vous vous rappelez, tantôt, on avait parlé de ressource group versus app service plan. Donc, je fais une référence avec le nom de mon objet, point, les propriétés de cet objet-là. Donc là, pour pouvoir pointer sur cet objet-là, faut que je le récupère, donc que je l'importe. Donc je vais l'importer et maintenant je vais dire mes logs vont être envoyés sur cet objet-là, point son ID par exemple. Okay? Et du coup, le fameux tag protect égale true va m'empêcher de faire des modifications accidentelles sur ce Workspace Log Analytics qui est probablement utilisé par d'autres ressources, par d'autres services qui sont déjà déployés dans Azure. Puis je veux pas avoir un impact global sur mon infrastructure. Est-ce que ça serait vrai aussi, supposons que j'utiliserais un service externe, que je veux quand même savoir qu'il existe parce que je dois interagir avec, mais c'est pas moi qui est responsable de cette infrastructure-là, donc je le considère comme étant du read-only. À ce moment-là, je pourrais le modéliser et mettre le flag à true pour être sûr qu'il essaie jamais de le toucher. Tout à fait, exactement. Justement, tu as tout à fait raison, Mario. Puis justement, dans le cadre du Workspace Log Analytics, bien souvent, il est sous la coupe de l'équipe d'opération, de gestion, et pas sous la coupe de l'équipe de développement. Donc, effectivement, oui, tu veux pas le modifier. Tu sais, des fois, tu vas avoir, par exemple, un service externe qui fait de la gouvernance ou de la surveillance. Ils sont justement externes parce que les autres, il faut qu'ils soient indépendants et un tiers parti. Mais
tu veux quand même dire, oui, j'ai interagi avec eux autres, mais justement, c'est pas moi qui les gouverne parce que ils sont là pour vérifier. Puis, tu sais, dans les systèmes bancaires, dans les systèmes très hautement sécurisés, on a souvent ce type d'infrastructures qui sont présents, là. Exactement, ou un référentiel d'entreprise que tu veux pas scraper par accident, effectivement. Tout à fait. OK, donc là, je commence à comprendre un peu comment ça marche. Mais puis là, ben, c'est sûr que tous nos auditeurs qui sont familiers avec le développement en C# voient déjà un peu le cycle de vie. On utilise Visual Studio Code. Est-ce qu'on est capable d'utiliser aussi avec, mettons, un Visual Studio le gros mammouth 2022 qui existe encore? Ou, Le gros mammouth! ben, je m'excuse, là, mais ça reste que c'est un gros mammouth, là. Ben, tout est relatif, mais c'est sûr que par rapport à un VS Code, c'est un gros mammouth. C'est vrai. Et oui, la réponse est oui, tu peux l'utiliser pareil parce que tu peux toujours lancer un terminal dans ton gros mammouth là, puis faire tes commandes Pulumi si elle a. Moi, j'ai pas installé j'ai remonté une nouvelle machine parce que j'ai changé de machine il y a presque un an maintenant. J'ai pas encore de Visual Studio dessus. Hein. J'ai pas encore eu le besoin. Je sais que le cas échéant, je peux toujours installer, mais je fais tout en Visual Studio Code, très heureux. Je t'avouerai, moi j'ai les deux sur mon poste, donc j'ai encore Visual Studio 2019 là, et j'ai VS Code, mais je te dirais c'est à peu près 80% d'utilisation de VS Code versus 20% d'utilisation de Visual Studio 2019. Puis je sais que c'est 2019, c'est plus, comment dire, je fais de la résistance mentale. Pour moi, les développements .NET, je me sens encore à l'aise à les faire en VS 2019, puis enfin, je devrais dire, je me sens pas encore suffisamment à l'aise de les faire en VS Code, donc c'est pour ça que j'utilise VS 2019. Effectivement. Donc, si on voulait démarrer, Tijani, j'ai juste besoin de VS Code, de Visual Studio 2019, 2022, whatever. J'ai juste besoin de télécharger, en fait, de créer un compte sur Pulumi, puis ensuite de télécharger puis d'installer la CLI de Pulumi. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu vas créer un projet, ben là, il va te ramener la librairie dans le langage de ton choix. Donc, tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est effectivement le CLI de Pulumi. Là, je vais me faire l'avocat du diable. Quand on travaille et qu'on fait des choses qui sont reliées à de l'infrastructure as code, souvent l'enfer, c'est tester. C'est-à-dire comment on est capable parce que là, c'est pas juste une petite affaire qu'on déploie. Là. Comment on se fait un environnement de test qui a de l'allure quand on fait du Pulumi? C'est une excellente question. En fait, c'est une bonne question. Ouais, je dirais parce que là, à quelque part, pour tester, il va falloir quasiment que je crée. Ben, je pourrais le rouler en mode qui va me dire qu'est-ce que je vais faire. Mais il arrive un jour, je dis OK, fais-le pour moi. Mais là, faut qu'il crée puis que je crée des c'est la beauté de l'infrastructure as code, Mario, c'est que là tu joues dans ta souscription de DevTest là, puis tu t'en sers, tu testes tes c'est ça, faut que tu aies une souscription de DevTest qui n'est pas ta souscription de production parce que tu veux éventuellement, il faut que tu testes c'est pour voir si ça se rend à l'autre bout là, puis ça marche comme faut, t'as pas le choix là. Ouais. Donc est-ce que je me trompe, Tijani? Non, tu as tout à fait raison. Puis là, je vais me faire des ennemis là. du côté de nos amis techno, c'est que historiquement, nos amis techno sont moins portés sur les tests automatisés. Okay, donc côté dev, on est généralement assez à l'aise à faire des tests automatisés. Puis en fait, ce qui est intéressant avec Pulumi, c'est qu'étant donné que c'est du .NET dans ce cas-ci, donc quand je peux réutiliser mes frameworks de tests que je connais, MSTest, NUnit, XUnit, etc. Donc pour faire des tests. Et là, ce que je peux faire, c'est des tests à différents niveaux. Je peux faire des tests des property tests, si on veut. Et donc là, je peux tester, m'assurer que mon code Pulumi utilise bien les configurations. On a parlé un peu plus tôt que un require, par exemple, si j'ai pas la valeur dans mon fichier de configuration, ben là je vais avoir une exception qui va être levée, puis mon déploiement va se terminer en erreur. Donc avec des tests automatisés, je peux m'assurer que j'ai bien des valeurs dans mes fichiers de configuration pour les éléments clés, ok. Puis si c'est des éléments optionnels, je peux tester que lorsque je mets des valeurs, je mets pas de valeur, la gestion du nul est bien présente. Donc là, je peux faire des tests
unitaires, automatisés, des tests de configuration. Mais je peux aussi faire des tests d'infrastructure, donc des tests d'intégration. Donc une fois que j'ai déployé mon infrastructure sur un environnement de test, par exemple, ben là, je peux aller consulter cet environnement-là et vérifier que ce qui a été déployé est bien ce qui était attendu. Donc, c'est bien ce qui était, on va dire, désiré dans mon code Pulumi. On parle de, ça va créer la vraie infrastructure. Est-ce que je pourrais avoir comme des capacités pour dire, OK, fais-moi un objet mock, là, que je vais pouvoir après ça, dans mon test, interroger, dire, t'es-tu créé, t'as-tu telle valeur? Tu sais, travailler avec comme des faux objets pour ça, bâtir des tests. Est-ce que ça existe dans ce monde-là ou c'est une utopie? Je te dirais, tu peux le faire, mais personnellement, je te recommanderais pas parce que tu veux justement tester ton code dans un environnement d'essai pour t'assurer que ton code fonctionne plutôt que d'essayer de simuler ce genre de tâches-là. Moi, les simulations, je les ferai plus pour les premiers types de tests, donc les tests qui sont plus unitaires ou des tests de paramètres pour m'assurer que je gère bien mes paramètres, donc mes fichiers de configuration. Mais une fois que je veux faire mes tests d'intégration, donc les tests de déploiement en tant que tel, ben là, je veux vraiment déployer. Ça peut être dans une souscription de tests. Donc, chez certains de nos clients, ben ils ont des souscriptions dédiées pour ce genre d'essai. Peut être des souscriptions de type infra ou de type lab ou autre. D'autres vont déployer dans les mêmes souscriptions que les environnements inférieurs, donc tout ce qui est en dessous de la prod. Mais ils vont par exemple créer un ressource group dédié, donc un ressource group infra par exemple qui va servir à faire ces tests-là. Puis quand je fais mon déploiement, je te mets soit dans des environnements de test ou dans des environnements de dev. Est-ce que là, j'utilise la capacité de dire j'ai une gestion d'état, donc je connais mon état actuel, puis lui, il va me construire le différentiel pour le mettre, ou j'ai plus intérêt de dire non, tu détruis tout et tu refaire tout le temps parce qu'on veut toujours être sûr que notre recette marche à partir de zéro. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben, je te dirais, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est sûr que si tu veux avoir des tests répétables, donc t'es mieux de toujours repartir de zéro pour t'assurer que ton code fonctionne. Mais je te dirais, tu peux quand même faire des tests sans forcément tout scraper et tout recommencer parce que ton objectif, c'est d'avoir un état désiré. Okay, donc le but, c'est que en bout de ligne, peu importe ce qu'il décide de faire, des créations, des suppressions, des modifications, le but, c'est qu'il arrive au même résultat. Puis c'est ce résultat que tu vas tester. Donc, quand tu vas construire ton CI/CD, là, ton intégration continue ou ton déploiement, c'est là que tu vas décider quelle est la meilleure stratégie, puis tu vas construire en conséquence. Je détruis tout, ou là, c'est sûr quand ça va vers prod, tu détruis pas tout, là. Tu fais juste ça. On va dire, t'es mieux de pas tout détruire. Surtout en production. C'est ça. Puis justement, tu m'amènes sur le terrain du CI/CD. Juste dire rapidement que autant pour Azure Pipeline que pour GitHub Action, tu as des tâches Pulumi qui te permettent d'automatiser ton déploiement via le CI/CD, effectivement. Tu nous expliquais un peu plus tôt qu'il y a un portail, c'est là que sont stockés les étapes. C'est essentiellement le moyen par lequel que eux vont faire de l'argent, là, Pulumi, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une communauté, mais il y a aussi une entreprise qui est derrière Pulumi, là. Oui, tout à fait. C'est ce qui assure aussi que c'est sérieux, puis c'est pas comme une technologie qui va s'évaporer là dans les prochains 6 mois ou 1 an. Donc ça devrait être encore présent. C'est sûr que c'est plus sécurisant pour des organisations qui veulent adopter Pulumi de savoir qu'il y a vraiment une entreprise qui derrière ça. Donc c'est pas juste un projet de communauté qui risque à un moment donné de disparaître parce qu'il n'y a plus d'intérêt de la communauté envers ce produit-là. Donc il y a vraiment une entreprise qui supporte ce produit-là. Puis il n'y a pas vraiment de raison de pas l'essayer dans la mesure où pour un usage personnel ou en tout cas des petites équipes, c'est vraiment gratuit ou presque pas très peu dispendieux. Non, c'est gratuit. Puis d'un point de vue coût, ben le prix est quand même est correct, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec une facture quand même gigantesque parce que d'infrastructure à Scout, si ça représente ça devient trop cher, ça pourrait être une barrière à l'entrée, mais c'est sûrement pas l'objectif de l'équipe derrière Pulumi, là. Exactement, tout à fait. OK. C'est bien résumé. Ben moi j'espère que pour nos auditeurs que ça va leur avoir donné le goût de il y a sûrement de nos auditeurs qui disent ben oui on utilise Pulumi, c'est la bonne technologie, mais pour ceux qui seraient moins familiers, ben de se lancer, de l'essayer.
Puis aussi, on en parle, on ramène toujours le sujet infrastructure as code, c'est fondamental, faut aller vers ça. C'est pas toutes les organisations qui sont là, mais une journée à la fois, un jour, ça sera la norme établie partout dans l'industrie, mais aujourd'hui, on est encore dans un mode embryonnaire ou en tout cas hybride. On aime ça, les modes hybrides. Ouais, effectivement. Mais c'est quand même, je dirais, encourageant de voir dans les 3 dernières années l'évolution de l'adoption de l'infrastructure as code. C'est quand même, je dirais, très encourageant de voir ça. Il y a de plus en plus d'organisations qui commencent à capitaliser là-dessus, puis qui voient aussi l'intérêt d'aller vers de l'infrastructure as code. Bon, ben, fabuleux. Écoute, Jenny, on te remercie beaucoup. Merci à vous. Toujours intéressant. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous jaser. C'était super intéressant, en tout cas. Puis, ben là, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs parce que la majorité d'entre vous faites du code au jour le jour. Donc, on va vous laisser aller coder. Puis, on vous revoit le mois prochain pour une autre émission du Visual Studio Talk Show. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.